les analyses de texte. On peut voir effectivement. Donc, Vincent Deschaux, je suis associé avec mon frère Benoît depuis 2013 sur une exploitation familiale transmise depuis 3 générations maintenant. Nous sommes situés entre Reims et Dijon, à mi-chemin, sur la petite région du plateau barrois. Donc, au premier plan, nous voyons les bâtiments d'élevage de l'exploitation. Ils ont été construits en 75 par notre père. Et donc, l'objectif de l'exploitation et des exploitants aujourd'hui, c'est de continuer à augmenter la rentabilité de l'exploitation avec une surface qui est équivalente à celle de notre père à l'époque. Et nous avons donc réussi à augmenter la production laitière sur les mêmes hectares depuis maintenant plus d'une génération. Donc, objectif rentabilité et de passer par l'autonomie globale sur l'exploitation. Donc, ça, c'est un de nos objectifs pour réussir à atteindre cette rentabilité. Rapidement, une présentation de la structure. Donc, nos terres sont sur des sols argilo-calcaires. La pluviométrie entre 700 et 750 mm d'eau par an à 1 mètre. Alors, depuis les 3 dernières années, on est plutôt sur 800 mm. Nous produisons 495 000 litres de lait sur 97 hectares de SAU. L'appellation, le lait est produit sous appellation Brinmo. Notre assolement est composé à quasiment 80% de surface fourragère. Les 20% restants sont des cultures de vente, mais qui sont aussi utilisées pour l'exploitation en autoconsommation. Donc, c'est blé, orge, avoine, essentiellement. Notre système repose sur l'implantation de métailles d'hiver et d'été à base de légumineuses, des mélanges que vous pouvez voir dans la synthèse. Nous sommes en non-labour depuis une dizaine d'années pour toutes les cultures et en semi-direct sur les céréales et les couverts que nous implantons derrière les récoltes d'été. Sachant que depuis quelques années, ça pousse de moins en moins et cette année, il y a rien eu de levée, alors qu'habituellement, on peut récolter jusqu'à 3 tonnes de matière sèche. À noter que notre système aussi d'autonomie passe aussi par l'autonomie en termes de charges de structure, puisque nous sommes pour la réduction des charges de structure et nous adhérons à une CUMA pour ce faire. Et nous avons créé un GI2E, pâturage lait à venir, pour nous permettre d'améliorer nos pratiques sur le pâturage, essentiellement depuis maintenant 5 ans, et ce qui est au cœur de notre système. Donc, vous avez compris que le lait est principalement produit, est le principal produit et source du revenu de l'exploitation. Et donc, notre troupeau se compose de 65 vaches laitières, conduites en croisement pro-cross, croisement 3 voies, sur quasiment les 3/4 du troupeau maintenant, qui était d'origine Holstein au départ. Nous avons 59 hectares de surface en herbe, dont 30 qui sont valorisables par les vaches laitières et accessibles sous forme de pâturage aux vaches laitières au pied du bâtiment. Le maïs en silage en 2019, c'est une catastrophique puisqu'on est passé de 10 tonnes de matière sèche sur la moyenne des 10-15 dernières années à quasiment 5 tonnes. Et donc, ça a représenté pendant toute l'année fourragère 2019, ça a représenté 15% de la ration. Et c'est là où aussi on s'est aperçu que, heureusement qu'il y avait l'herbe et toute la diversité de fourrage qu'on avait mis en place pour nous aider à passer l'année. Effectivement, dans la ration, nous avons 95% d'autonomie, c'est-à-dire que on achète quasiment rien à l'extérieur et même sur le concentré, puisque grâce à l'herbe, grâce à la diversité des fourrages, on arrive à diminuer notre quantité de concentré distribué par vache, puisqu'on est à 125 grammes par litre. Et sur ces 125 grammes, il y en a 65% qui sont des céréales autoconsommées. Pour le prix du lait vendu sur la campagne 2019-2020, on est à 402 €, sachant qu'on a 45 € qui sont dus à l'appellation Brinmo. Alors, voilà, pour faire face aux aléas climatiques, on a gardé le vieil adage en fait paysan, c'est-à-dire que on va pas mettre nos œufs dans le même panier. Mais en étant autonome, on est de plus en plus sensible aux aléas climatiques,
puisque on n'achète rien à l'extérieur. Et donc, il faut qu'on arrive à nourrir notre troupeau, notre cheptel, à faire notre production avec les hectares présents et les fourrages à cultiver sur ces hectares. Donc, une des clés, c'est de diversifier l'origine des fourrages, et on a relevé 7 façons différentes de produire et de récolter des fourrages. Tout d'abord, c'est les prairies permanentes qui peuvent être récoltées soit sous forme de pâturage pour les plus proches, soit récoltées sous forme de foin ou d'enrubanné pour les plus loin. À noter aussi que on augmente la pression, le chargement au printemps des parcelles des genisses, et on débraye après pour les faire en récolte de fauche. Les prairies temporaires sont souvent alternées jusqu'à présent alternées avec des cultures, et donc tous les 4-5 ans elles étaient renouvelées. Ce sont des mélanges suisses qui sont choisis selon leur destination, en fait, si c'est de la prairie, de la fauche, ou bien encore des types de sols qui peuvent aussi orienter le choix de nos mélanges. On a toujours sur l'exploitation 5-6 hectares de mélanges luzerne-graminées, donc c'est des mélanges avec 40% de luzerne, et le reste dactyle, fétuque des prés. On réalise des métailles donc d'été, qu'on implante aussitôt la récolte et qu'on récolte ensuite soit par pâturage, soit en enrubanné au mois d'octobre. Si elles sont proches du bâtiment, elles sont pâturées par des vaches, sinon c'est en enrubanné. Depuis 3 ans, on implante aussi des métailles d'hiver avant des maïs qui sont récoltés pareil en enrubanné en mai, ou parfois pour nos mélanges sur nos petits animaux, on laisse ces cultures monter à graines et on récolte en grains. Donc c'est des mélanges avoine pois essentiellement. Et puis la dernière récolte, le dernier fourrage qui est utilisé de moins en moins, mais qui était le plus présent il y a 10 ans sur l'exploitation, c'est le maïs fourrage, dont on diminue la part tous les ans. Et même dans le maïs fourrage, on choisit malgré tout encore 5-6 espèces différentes en fonction d'indices de précocité différents. Mais malgré tout, ça n'empêche que le réchauffement climatique, surtout des sécheresses, même au printemps à l'implantation, font que les rendements sont quand même de plus en plus aléatoires et médiocres. À noter qu'aussi sur l'ensemble de l'exploitation, on a une certaine autonomie sur sur la fertilisation. C'est vrai que la plupart des pâtures sont fertilisées à hauteur de 50 à 80 unités d'azote, ni P ni K. Les seules cultures sont les cultures de maïs et puis les cultures de céréales qui sont fertilisées normalement. Sinon, on a toujours tiré un petit peu sur cette fertilisation. Et donc, c'est peut-être aussi un facteur limitant pour l'augmentation, enfin, faire face au réchauffement climatique. Alors, la période clé pour nous, c'est le pâturage de printemps. Donc, nous conduisons le pâturage des vaches laitières en pâturage tournant dynamique. On peut descendre même à 14 arts sur certaines années par vache traite. On arrive à fermer le silo. Donc, au printemps, c'est toutes nos paddocks, c'est des parcelles de 1 hectare à 1,5 hectare maximum. Mais malgré tout, au printemps, on redécoupe en 2 ou 3. Les vaches passent maximum une journée dans la parcelle et tout de suite sont changées de parcelle. Nous gérons la rentrée des paddocks et puis la sortie avec la hauteur d'herbe, donc à l'herbomètre, toutes les semaines. Et puis, on essaye de revenir tous les 21 jours sur ces parcelles. Et si on voit que il y a du stock disponible de manière trop importante, on débraye la parcelle et on va faire un enrubanné. Donc, cette année, on a sorti la faucheuse régulièrement au printemps parce que ça a poussé suffisamment. Même pour récolter 4 bottes, mais à chaque fois, on rendait une parcelle accessible par les vaches laitières 21 jours plus tard pour que dans le cycle, il n'y ait pas de retard. Donc voilà sur cette partie, et je disais qu'effectivement l'organisation du pâturage pour les genisses, on essaye de faire la même chose, c'est-à-dire on intensifie au départ. Et quand on a récolté de la fauche sur d'autres parcelles, on les répartit sur les autres parcelles et pour diminuer le chargement partout.
Une autre clé qu'on a mis en place pour limiter l'impact du réchauffement climatique, c'est de limiter les jours improductifs des animaux dans le cheptel. Ça passe déjà par un des choix qu'on a fait il y a maintenant une quinzaine d'années, c'est du croisement 3 voies, Procross. Donc, c'est un croisement Holstein-Montbéliard sur rouge suédois. Et donc là, l'idée, c'est que ces animaux croisés, en fait, ont une meilleure efficacité alimentaire de 8%. Alors, certaines races ont aussi peut-être des efficacités alimentaires plus importantes, mais au départ, c'était pas le seul choix de ce système. Mais au fil du temps, on s'est aperçu que ces animaux consommaient quand même moins. Donc, pour une productivité qui est la même qu'en race pure. C'est des animaux qui vont vivre plus longtemps, puisqu'on arrive à plus de 147 jours par carrière. Donc, ça veut dire des animaux qui vieillissent plus longtemps. Donc, on renouvelle moins les animaux. Et donc, on a moins d'animaux improductifs qu'il faudrait élever. Donc, maintenant, l'objectif, c'est de se débarrasser, entre guillemets, du maximum d'animaux quand ils sont jeunes pour pas les avoir à élever et donc à consacrer des tonnages de fourrage pour ces animaux-là. C'est des animaux qui ont des meilleurs membres et des meilleurs sabots. Donc, ça, c'est idéal pour le pâturage. Au plus loin, les vaches font 1 kilomètre, 1,2 km pour aller chercher l'herbe à pâturer. Et puis, ces animaux nous permettent aussi d'avoir des vélages plus précoces, puisqu'en moyenne, on est à 26 mois d'âge au vélage, avec une meilleure fertilité. Tout ça dans l'objectif de continuer à diminuer le nombre de jours improductifs sur le cheptel. Alors, notre objectif de départ, qui était de vouloir être une exploitation rentable et autonome, eh bien, ça se traduit aujourd'hui par un prix du lait à 402 €. Ça, c'était la moyenne 2019. Sur 2020, on va être quasiment à ce niveau-là. Il y a l'effet crise sanitaire qui fait que tout le lait n'a pas été valorisé en bris de meaux, donc on a un prix du lait qui est diminué. Notre prix de revient, donc toute charge comprise, rémunération comprise, s'établit à 351 € du 1000 litres, à comparer avec notre produit brut d'exploitation qui est à 473 €, ce qui nous laisse finalement des résultats économiques intéressants et qui répondent à nos objectifs initiaux. Et donc, sur l'exploitation, ça nous permet de dégager 2 revenus agricoles sans avoir augmenté les surfaces pour alimenter le troupeau, quoi. En conclusion, malgré la satisfaction que nous procure notre système aujourd'hui, nous continuons toujours à réfléchir, à étudier des pistes, surtout que chaque année, on a un nouvel aléa climatique qui se fait connaître. Soit c'est une sécheresse de printemps, soit c'est un automne qui tarde à venir. Et donc, on est sans arrêt en train de réfléchir à d'autres solutions, à des solutions pour améliorer le système existant, dont le développement de l'agroforesterie dans les parcs de vaches laitières, puisqu'on n'a pas beaucoup d'abris sur ces parcelles-là. D'organiser le pâturage des élèves pour faire du pâturage dynamique à l'image des vaches laitières. Et limiter aussi les impacts environnementaux en réalisant des semis sous couvert. Ça, c'est la réflexion sur l'interdiction du glyphosate. C'est vrai que quand on est en semis direct, le glyphosate, il est intéressant pour nous aider à travailler. Donc, demain, on se pose les questions, comment arriver à implanter des légumineuses, des graminées sous des couverts de céréales, par exemple. Ou dans des couverts permanents qui seraient le top du top. Alors, on se forme sur ces sujets-là. Et puis, enfin, développer des médailles de printemps comme on fait là, en avançant la date de récolte pour valoriser au maximum la qualité des fourrages, puisque nous, ce qu'on recherche, c'est quand même à faire beaucoup de matière utile par animal, et donc des taux et de la quantité de lait. Voilà. Donc, je suis dispo pour répondre aux questions. Je vais arrêter mon partage d'écran. En plus, tu as un timing parfaitement respecté. Donc, on a quand même quelques questions concernant votre expérience qui repose bien sûr sur une grande maîtrise à la fois du pâturage et des modes de récolte. Des questions d'abord autour de la composition des métayes que vous utilisez. Alors, il y en a plusieurs, je vais prendre celle de Jean-Pierre Monteau, mais il y avait plusieurs questions autour de leur composition.
Alors effectivement, les métailles d'été, on a souvent, enfin on tâtonne souvent et je dirais d'une année à l'autre, bon c'est légèrement modifié en proportion, mais par exemple pour les métailles de 2019, on avait de l'avoine noire et blanche à hauteur de 43% dans le mélange, on avait des févroles pour un quart, du pois pour un quart, et puis le reste c'était un peu de vesse et sarrasin. Et on avait un mélange qui faisait 162 kilos hectares. D'accord. OK. Une autre question qui autour de l'utilisation des mélanges suisses. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Pourquoi les mélanges suisses? Voilà, en quelque sorte. Ah oui, Et non, c'est quelqu'un de Belgique qui vous pose la question. Alors, parce qu'on n'a pas trouvé de mélange belge, en fait, mais non, il y a une quinzaine d'années, on faisait nos propres mélanges multi-espèces, multivariétés. Et puis, un jour, on a été démarché par une conseillère technicienne du groupe OH qui nous a fait faire des essais d'implantation. Et ensuite, eh bien, on a toujours travaillé avec des mélanges OH. Il y a que cette année où on a travaillé avec des mélanges différents sur l'implantation de 4 hectares. Mais jusqu'à présent, effectivement, c'était des mélanges OH qui étaient choisis selon la destination du fourrage. Mais les mélanges en fauche, le mélange en fauche, c'est une base luzerne à 40%. Du dactyle à 15%, de la fétuque des prés à 30% et fléole 8% et trèfle violet, on avait 5%. Et on sème à 38 kilos hectares. Donc ça, c'est des pâtures qui vont, des prairies de fauche qui vont rester en général 5-6 ans et qu'on essaye de maintenir en état en fertilisant de fumier, de compost tous les 3-4 ans à hauteur de 15-20 tonnes. D'accord. OK. Une question sur l'utilisation de l'herbomètre également. Est-ce que on voit que vous astreignez à cette mesure de hauteur d'herbe, ce qui est tout à fait louable. Oui. Et alors, le coupler à un logiciel de gestion de pâturage. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au balbutiement parce que ça va faire la 3e année ou la 4e année qu'on réalise des hauteurs d'herbe régulières au printemps. Donc, depuis qu'on est rentré dans le GI2E du département Les Pâturages à venir, pour nous permettre d'échanger et puis de visualiser en fait ce que ça représente. Nous avons investi dans un herbomètre manuel. Et effectivement, bon, c'est toujours un peu long par rapport à un logiciel ou un appareil qui pourrait être numérique sur les hauteurs d'herbe. Et c'est vrai que ça sera probablement un investissement futur pour gagner un peu de temps dans l'interprétation des chiffres, quoi. Donc voilà. Il y a l'observation, effectivement, et la mesure qu'on juxtapose parce qu'on s'aperçoit, parce qu'on est quand même 2 associés, et en fonction de celui qui mesure la hauteur d'herbe, on peut toujours avoir un petit décalage et on n'est jamais totalement objectif quand on traverse une parcelle. Il y en a pour aller de chaque hauteur d'herbe chaque semaine, pour traverser tout le parcellaire à hauteur de 25-30 mesures par hectare. On arrive quand même à 2 heures de marche le lundi matin quand on commence la semaine, quoi. Mais ça nous permet aussi de voir l'état de la flore, des compositions des bouses. On est au contact de la nature. Une question, une dernière question peut-être. Est-ce que vous pouvez reparler de la fertilisation? Il y a des demandes de précision autour de vos pratiques. Ah oui. La fertilisation des prairies temporaires, elle se fait comme les prairies temporaires permanentes, mais surtout en fonction de la fauche ou pas. Donc, les parcelles de pâturage uniquement sont fertilisées de bonne heure. Enfin, de bonne heure, on respecte les 200 degrés jour à partir du 1er janvier pour les premiers apports. Et puis ensuite, on apporte 40-50 unités au premier apport, et puis au deuxième apport, on peut rapporter 30 en fonction de la météo, en fonction de si c'est un temps poussant, pas poussant. Mais c'est uniquement de l'azote avec du soufre.
Et P et K, on n'apporte rien, quoi. Il n'y a que la fertilisation de la fumure organique, en fait, naturelle, et celle qu'on apporte tous les 3 ans à hauteur de 15-20 tonnes de fumier à l'automne, quoi. Et puis à l'implantation, on charge un peu plus au préalable de l'implantation. On est sur 25-30 tonnes d'apport de fumier, quoi. Pour continuer à répondre à la question, on ne travaille pas du tout avec des analyses foliaires, en fait. Et ouais, chaque année, donc le rendement moyen de nos prairies permanentes et temporaires, tout mélangé. Donc on part de, donc ça c'est à combien elles sont valorisées, en fait. C'est pas forcément la production, mais à combien elles sont valorisées. Donc on part de la consommation moyenne d'un UGB de 5,5 tonnes de matière sèche par UGB. On retire notre rendement maïs et on divise par notre chargement, et on arrive à aller, on était à 5,5 tonnes en 2019, l'année dernière, qui était déjà une année très sèche, alors qu'il y a 2 ans, on était quasiment à 7 tonnes de matière sèche valorisée sur les prairies, quoi. C'est des calculs des fermes de réseau, en fait, qu'on utilise. Oui, alors une question sur le pâturage estival. Vous avez effectivement un chargement très élevé au printemps, là, 17 à 14 arbres. Comment est-ce que ça se passe en été? Quelles sont les surfaces offertes? Et comment est-ce que vous gérez cette partie pâturage pour l'été? Alors, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on se pose toujours des questions. Est-ce qu'on les laisse aller sur l'ensemble des pâtures? Est-ce qu'on les restreint sur une parcelle dite parking? Donc, on tâtonne, et donc cette année, nous avons fait différemment, c'est-à-dire qu'on a rapatrié tout le monde au 15 juillet, puisque là, ça poussait plus du tout. Bon, c'est vrai qu'en pâturage tournant, on arrive, c'est plus 21 jours, mais du coup, on revient tous les 50 jours, on rouvre le silo, on redonne un peu d'enrubané à l'auge, ce qui fait qu'il n'y a plus grand-chose à aller chercher, entre guillemets, pour répondre aux besoins de l'animal. Mais malgré tout, on a travaillé cette année avec une parcelle de 2 hectares parking, c'est-à-dire qu'elles avaient une ration d'hiver depuis le 15 juillet, hein, quasiment une ration d'hiver. Elles sortaient juste pour se dégourdir les pattes. Et puis, à l'automne, dès que ça repousse, eh ben, on refait du pâturage tournant sur l'ensemble des parcelles avec un peu plus de surface. On est quasiment allé au double ou au triple du chargement de printemps, quoi. Et là, suite à l'intervention de M. Delagarde là, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une hauteur d'herbe intéressante pour aller pâturer, et on hésite justement à aller faire pâturer nos vaches pour pas abîmer les pâtures, pour pouvoir au printemps rapidement ressortir et valoriser le pâturage de printemps, quoi. Oui, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire encore sur cette question. Une dernière question en lien avec vos choix génétiques et le Procross. Comment se portent les vaches en période de forte chaleur? Vous avez évoqué le peu d'ombre et peut-être la piste de l'agroforesterie, ce qui va finir par vous faire ressembler à la station de Lusignan à l'INRAE, qui a toutes ces pratiques, elle aussi, autour de son programme Oasis. Donc voilà, un petit retour sur le bien-être de vos vaches en période estivale. C'est vrai que on a la chance d'avoir dans notre parcellaire, on l'a utilisé l'année dernière, mais on a la chance d'avoir accès à une partie de forêt naturelle, en fait. On doit avoir 2 hectares de bois qui sont en lien avec les parcelles, qui sont en général réservées plutôt pour les vaches taries, cette zone-là. Et l'année dernière, parce que cette année, en fait, on a eu l'impression que les températures étaient montées moins hautes que l'année d'avant. Et l'année dernière, on était en travaux dans le bâtiment, donc c'était pas question de les rentrer dans le bâtiment la journée. Et donc là, on les avait emmenés dans la forêt. Mais les vaches, en fait, ne voulaient pas de la forêt qu'on leur avait présentée, parce qu'il n'y avait pas assez de ventilation et d'air pour qu'elles se sentent bien. Donc, elles revenaient sur une butte en plein courant d'air, en plein cagnard, mais aussi en plein courant d'air. Et donc, les vaches croisées en période de forte chaleur, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles souffrent moins quand même. C'est toujours des vaches qui, quand on va les chercher, allez, 8 sur 10, c'est des croisées qui sont en tête de troupeau quand on les ramène du pâturage, quoi. Moins de soucis moins de soucis de problèmes de pattes, en fait, hein. C'est des vaches qui marchent bien, qui sont un peu plus légères globalement. Une fois qu'on travaille avec la rouge suédoise, elles deviennent un peu plus légères et sont plus mobiles au parc, quoi. Donc
c'est à dire d'observation, ça n'a pas de caractère scientifique dans la réponse que je vous fais, mais effectivement, à voir le comportement des vaches, on les sent plus à l'aise que des Primostiennes purs, quoi. Un ressenti plutôt positif. Et Oui, oui. avec une dernière question un peu précise sur l'intérêt du sarrasin dans vos métailles. Alors là, c'était surtout pour augmenter la diversité. Et tout au début des métailles d'été, on est allé jusqu'à 13 plantes différentes, quoi. Et donc, au départ, on faisait nos choix aussi pour avoir des plantes type radis pour structurer le sol. Donc, on a tout un tas de. Enfin, le sarrasin, c'est vrai que même s'il fait sec, il va quand même pousser. Alors, en rendement, c'est pas grand-chose, puis en proportion dans le mélange, c'est aussi pas grand-chose, mais voilà. Mais au fil du temps, on réduit quand même cette diversité parce qu'on se dit finalement de ce qu'on met dans le sac et dans le semoir, qu'est-ce qu'il en ressort dans le champ et ce que les animaux valorisent. Bon, c'est pas. Alors c'est vrai que la plante photosensibilisante, bah nous elles sont pâturées. Enfin les plantes elles ont été pâturées en général là où il y avait du sarrasin, ça avait été pâturé régulièrement et de bonne heure quoi. Donc elles n'avaient pas le temps d'avoir un impact, quoi. D'accord. Il y a même des années on avait mis de la moutarde aussi qui avait été pâturée. Donc Écoutez, merci beaucoup.